Salam alaikum. Merci madame pour cette présentation. Donc, je vous remercie vraiment vivement de m'avoir donné l'occasion de partager le peu d'expérience que j'ai dans ce domaine-là. La question de la donnée pour le chercheur et pour la droite administration est de plus en plus un problème très récurrent et parfois c'est lui le plus déterminant pour vraiment prendre des décisions qui un peu soulagent le citoyen de ces mots-là. Comme Mme Raho a fait la présentation, moi j'ai fait l'INPS, l'Institut national de planification statistique, qui est maintenant l'école statistique supérieure d'économie appliquée. J'ai eu une expérience dans la recherche économique, une petite expérience dans la haute administration économique. Et l'administration qui était chargée de produire et d'encadrer la division statistique, le ministère de la prospective statistique. Donc je peux dire que je peux parler d'une manière plus ou moins valable sur le sujet et dire comment on perçoit la chose de deux côtés. Parce que c'est pas la même façon quand vous êtes chercheur et quand vous êtes de l'autre côté. D'accord? C'est deux mondes qui sont parallèles. D'accord? Et on pourra en discuter dans le débat des appréhensions qui existent de part et d'autre. Donc ce que je vais vous exposer, c'est une partie de la problématique de l'accès à la donnée et de son usage dans le domaine de la recherche économique. Donc, je n'ai pas de prétention pour les autres sciences, mais comme j'ai fait pratiquement depuis 2002 créer de recherche, donc vous savez très bien quand on se rencontre dans des séminaires, on a pratiquement les mêmes problèmes pour l'accès à la donnée. D'accord? Donc on est touché de la même façon, mais les degrés sont différents. Le chercheur, on lui demande de comprendre les problèmes de sa société et d'apporter des solutions. De mon expérience personnelle, le chercheur est pertinent que s'il est capable d'assurer 4 points qui figurent dans ce tableau-là. Premièrement, il faut c'est comme une table avec 4 pieds. Vous enlevez un pied. Une table, vous savez très bien, on nous a enseigné ça en physique. La table est un système qui est en équilibre stable. Ça veut dire que si vous appuyez une force extérieure, la table ne bouge pas. C'est ça un équilibre stable. D'accord. Donc si vous enlevez un pied, elle peut tenir. Si vous enlevez un deuxième, ça dépend de quel côté. Si les deux pieds sont en diagonale, plus ou moins. Mais très certain. Si vous enlevez un troisième pied, ça y est. On fait tout sauf de la recherche. Donc, de mon expérience personnelle, pratiquement depuis 20 ans et dans l'autre administration, si les 4 points qui figurent dans ce tableau-là ne sont pas présents dans le travail du chercheur, soit il n'aboutit pas dans son projet de recherche, soit il ne peut pas répondre d'une manière pertinente, soit il n'est plus pertinent pour la société, pour l'état de la société. Le premier point, c'est la formation. Il y a 2 points. Le premier point, c'est le cursus de base. S'il n'a pas une bonne formation de base, il verse dans l'empirisme. C'est-à-dire qu'il n'a pas de référent théorique et n'est pas capable qui met comme Gauri, la mayonnaise ne prend pas. Il a des matériaux comme ça, il est le terme de Jack de fait. Je fais la communication dans ses articles, ça part dans tous les sens. Et il a son article, il soutient sa thèse doctorale, il y a que le choc, il n'est pas plus sourd. Mais ce n'est pas un chercheur au sens du terme. Le deuxième point, pourquoi je fais figurer le mémoire, parce que j'ai remarqué, un actif, j'ai découvert que le mémoire est devenu optionnel. Quand ma fille a commencé à faire Babzouar, quand même c'est pas Babzouar, quand elle non, le mémoire, c'est le premier exercice de confrontation à la réalité. Quels que soient les problèmes dans la réalisation des mémoires qu'on connaît actuellement dans notre temps actuel, mais toujours, moi je pense que c'est une grosse erreur d'avoir mis l'aspect factuel des mémoires dans l'enseignement. Il faut qu'ils soient bien. Et bien sûr, il ne faut pas qu'ils soient en mémoire, mais on encourage l'étudiant à faire du plagiat d'une manière indirecte. Le lieu de stage, il écrit l'organigramme, un MSP, secrétaire, c'était directeur, il écrit 120 pages, et ce qui est pertinent, c'est 10-15 pages. Ça tombe pour la production intellectuelle. Mais les mémoires, on est actuellement dans un débat de révision du LMD. Moi, je suis loin de l'université. Moi, j'ai pris ma retraite anticipée. Pour l'instant, je suis comme au foyer. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais, en mon foyer, c'est un excellent métier. Au contraire, je suis plus utile à la nation. Au moment de projet, on a acheté la circulation. Le mémoire, la révision du LMD,
on devrait revenir vers le système classique. Moi, j'assume cette position parce que j'ai vu que ça, on garde toujours un excellent. Le premier mémoire que j'ai fait, un ingénieur, pour moi, il a beaucoup plus de valeur que la thèse doctoratale que j'ai faite en 2010. C'était le premier exercice de confrontation en arrière. C'est là où on va questionner les faits, le deuxième point. Le deuxième point, c'est les faits. Tu as un excellent, j'avais des collègues qui sont majeurs promo, classe A, il est incapable de comprendre sa réalité. C'est que la connaissance factuelle, elle est indispensable. Ce n'est pas un luxe. Pourquoi je dis ça? Moi, dans mon métier de statisticien, il y a des gens qui ont mis 20 ans, 30 ans, l'Office national de statistique m'a dit l'adresse d'âge. Il ne connaît pas son adresse par là. Jamais Jamais il a discuté avec les cadres, parce que vous savez très bien, parfois on nous donne accès à l'information, mais vous savez, dans 90% des cas, c'est des publications dans lesquelles vous avez accès à l'information, c'est des tableaux, il n'y a pas de commentaires. Donc il faut revenir à la personne, malgré la personne elle a un doctorat, un professeur, la zone c'est une culture orale. D'accord? Donc on est obligé de revenir à la personne pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, je travaille sur le commerce extérieur, chaque mois j'ai récupéré le bulletin mensuel, et à la main, il y avait Lotus 1, 2, 3, des tableurs comme ça, des calculatrices, qui disent le graphe pour faire le travail, c'est-à-dire que si on reste sur les données, on va dire des bêtises, il a augmenté de 100%, c'est pas possible de 100%. Il n'a pas diminué de 100%. Mais quand on discute avec la personne, on connaît la raison. Et on peut après comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité. Et comme ça, quand on discute avec le cadre, et aussi avec les opérateurs. Il y a beaucoup de ces économistes de ma génération après, ils n'ont jamais rencontré un chef d'entreprise. Si vous connaissez, si ces gens-là, vous ne les rencontrez pas, et vous n'avez pas un retour de la réalité, vous allez sûrement partir à côté, même si vous avez excellent, vous êtes majeur promo. Il y a des cas, c'est pas les cas qui manquent. Donc le deuxième point, c'est vivre avec son peuple. C'est quoi aller riche. Il ne faut pas écouter voir un chercheur, un docteur, un professeur, on va être dans mon petit coin, et c'est des gens qui viennent vers moi. Je dis ça par constat. Dans ma carrière, j'ai vu des gens qui ont cette attitude, qui restent dans son petit coin. Et la deuxième chose, c'est la veille permanente personnelle. Il y a des gens qui font de la veille d'une manière indirecte ou directe, qui font des revues de presse comme ça. Mais rien ne remplace ma propre veille. Je fouille, chaque jour, je trouve une information pour mon propre besoin. Je travaille sur la question de l'emploi, et donc tout ce qui touche à l'emploi, même s'il paraît anodin, une rencontre régionale quelque part comme DIA, et avec le FIADEP, il peut être dupliqué dans d'autres villages. Il y a des choses comme ça, par expérience. Le troisième point, c'est l'écosystème. Le premier, c'est le degré d'acceptation des résultats de la recherche, ça c'est un débat à part. Est-ce que le chercheur, il est vu, je raconte rapidement une anecdote, un NCB, il habite à côté de Zmoura, l'Élysée. Une fois, il y a زوج بنته يوقف ولاده وتسيب لا وقفني الناس يجوا يقول هذا سيدي يقولوا شيخ انت نشرح له شرح في الكريات parfois بنيت يكون صغير شرح في الكريات منه le quatrième cinquième fois les gens ne comprenaient pas cinquième fois fallait يشوف يزيد la prochaine fois pour le نخدم الجامعة خلاص les gens n'ont pas compris c'est quoi c'est que là c'est question de la fonction sociale du chercheur. Est-ce que le travail du chercheur il est accepté? Le degré d'acceptation et de la société et des institutions étatiques. C'est pas évident. Le deuxième point, c'est des institutions de recherche. Si le chercheur en interne n'est pas soutenu par sa propre institution de recherche et d'enseignement supérieur, c'est difficile plus loin. D'accord. C'est très difficile. On ne va pas trop détailler, mais les gens qui ont un minimum d'expérience dans la recherche comprennent ce que je veux dire. Le quatrième point qui est l'objet de cette table ronde, c'est la donnée. Dans la donnée, vous avez deux cas qui ne sont pas exclusifs. Soit elle existe, on vous donne accès, déjà c'est la moitié du chemin, soit elle n'existe pas, vous êtes obligé de la générer, de la créer, donc de faire votre propre enquête, comme le cas de cette équipe de recherche, et dans la plupart des cas, vous mobilisez les deux. Donc c'est ça que je veux débattre aujourd'hui, et on va voir ensemble quels sont les problèmes, et bien sûr, comment en sortir. Poser le constat la semaine des et parfois effectivement mais il y a des solutions de rechange. Je vais vous exposer quelques solutions de rechange qui sont propres au domaine de l'économique mais aussi qui peuvent intéresser les collègues qui travaillent sur l'anthropologie des sciences sociales et je vais citer deux à la fin. Dans les données existantes, si je reste dans le domaine
bulletin de recherche de votre équipe de recherche, voici les 5 sites sur lesquels on peut se connecter pour voir. Vous travaillez sur l'analyse de la pauvreté, c'est bien ça, madame, l'analyse de la pauvreté. Donc le premier point de contact c'est l'Office national des statistiques. J'ai besoin d'avoir des informations sur les revenus des gens. C'est ça le premier point de départ. Quel niveau de vie des gens. Là, bon, on va pas dire on va se connecter sinon. L'Office national des statistiques, sur les salaires, la dernière enquête salaire seulement pour le secteur public, c'est 2019. Elle a été publiée à l'IFET, avec 2 années de. Donc, nos statistiques, vu leur délai de division, ils servent beaucoup plus pour écrire un ouvrage sur l'histoire de la statistique que vraiment servir pour la prise de décision et être pertinent. Ça, c'est pour les salaires. Si je prends la consommation, la dernière enquête de consommation, c'est 2010, c'est 2011. Donc, vous voyez le décalage. Donc, à ce niveau-là, si je m'en tiens seulement aux statistiques officielles, je ne vais pas aller très loin. Pour le revenu, il existe une source qui est beaucoup plus intéressante, mais elle n'est même pas accessible pour les fonctionnaires. Moi, dans connaissance de cause, c'est la source fiscale. Si je m'intéresse seulement au secteur formel, ce que déclarent les gens d'une manière implicite, parce que c'est à la source l'IRG, un peu sur le revenu global, c'est la source fiscale. C'est une mine de trésor. Moi, j'ai eu accès une fois, donc, qui est fonctionnaire, c'est excellent. C'est-à-dire que moi, plusieurs fois, j'ai milité que l'accès aux sources qu'on appelle les sources administratives soit facilité, soit encadré. On peut rendre anonyme. Ailleurs, en France, même en Tunisie, je ne vais pas citer le rappeler qui sont entre ennemis déclarés actuellement, mais ils ont anonymisé les fichiers. Ils ont encadré l'accès. Soit au niveau de l'institution, il y a un accès distant qui est sécurisé, soit je me déplace à Nantes. Je peux décider le cas. À l'Aftonis, je pouvais acheter. Une fois, j'ai acheté un fichier. Et plus que cela, tout c'est une action qui fait baiser les chercheurs et les remèdes de l'électorat. J'ai acheté et je pouvais faire un travail sur le profil de la famille tunisienne, mais je pouvais faire sur la famille algérienne. C'est pas un secret de détail. Et moi, je dis ça en interne, en connaissance de cause. Peut-être que c'est une perspective statistique à Boukarami, et 2 courriers d'Atmar qui sont pas faits, là, il a accepté l'idée, c'est moi qui lui ai rédigé le courrier, à la ministère des Finances, jamais été au bout. Jamais été au bout, là. Pourtant, c'est une idée d'information excellente, et y compris pour l'État. Comme même, par exemple, pour les chercheurs, parce que vous avez besoin toujours d'un chercheur. C'est pas parce que, je vous dis une confidence, les réunions quand je défends ça, ils disent que c'est Mohamed, c'est bon, en interne, vous avez besoin de chercheurs. C'est pas parce qu'il est plus intelligent que vous, parce que dès vous êtes noyé dans la gestion quotidienne. Moi, j'ai travaillé en tant que chef de division directeur, parfois on passe notre temps dans des réunions qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun sens, hein, des 2 tiers, et dans la rédaction des courriers, des courriers, et répondre à ça. Mais le chercheur qui n'a pas la contrainte de temps, moi j'étais chercheur, je pouvais réfléchir sur un sujet 3 mois à l'aise, mais qui a demandé une note verbale, une note bleue, à 14 heures, vous allez écrire pour un ministre. Mais le chercheur, qui complètement travaille, qui est à l'aise, moi j'encadre son travail d'accès à l'information. Donc c'est une division de recherche. في تونس داروها، في المغرب داروها، في السنغال داروها، في المالي داروها، في اسبانيا تدخل في نواكشوط، في المغرب، في موريتانيا. شائع بزاف sur les idées des années 70 on est des meilleurs en Afrique. C'est faux, c'est faux. Moi, ils ont fait 10 ans de recherche. Je fais des 10 ans de recherche. Je fais des working papers co-signés par les fonctionnaires et les chercheurs. Et le chercheur, je lui donne l'état à l'aise. Et l'institution qui détient l'information, par exemple, le ministère des Finances, comme ça, je vais une fois, on a accès. Quelqu'un d'ordinateur me fait écrire USB, me fait lecteur site, me fait lecteur CD. Qu'on a un double écran. Non, on fonctionnait un double écran en 2012. La même image, on a fait l'accent. On savait très bien que c'est ça la réalité. Au moins le formel. D'accord. Donc il faut aller vers ça, il faut militer par ça. Les chercheurs mangent à dos fonctionnaires, fonctionnaires mangent à dos chercheurs. Et malheureusement, on n'a pas compris ça. On est sur des logiques de trajectoire individuelle. Les gens oublient ça. Si on prend le deuxième point, le marché du travail, si je veux comprendre ce qui se passe dans le marché du travail, on dirait la même. L'ONS, la dernière enquête, c'est en 2019. C'est largement insuffisant. Bon, les collègues, de ce marché du travail, les collègues, quand on a annoncé la création de l'allocation de chômage, on crée
M. Robert m'a expliqué. C'est une excellente occasion pour connaître le vrai chiffre du chômage. Dans le bon sens. Il y a un problème, il faut l'affronter. C'est pas en créant une statistique imparfaite qui capte mal ce phénomène où là on fait de la réponse qu'on va régler le problème. C'est pas en ignorant un problème qu'on le règle. Oh. Si on prend l'histoire des nations sur 10 siècles, on peut 10 siècles, les périodes de crise et dysfonctionnement des économies sont beaucoup plus nombreuses que les périodes de non-crise. هذه حقيقة. هي من أفلاطون في المدينة فاضلة عن أفلاطون ونحن المؤمنين كلهم في الجنة، في الجنة ما كاينش شوماج ما كاينش انفلاسيون. Ça on est convaincu. Oui, ça. Et en dehors de ça, dans la réalité, il y a des problèmes. S'il y a une inflation, il faut dire qu'il y a une inflation. C'est pas en ignorant ou en créant une statistique qui sous-évalue l'inflation. Et moi, je peux le démontrer. On peut le démontrer. En tant que citoyen, on n'a pas besoin de démonstration. On a notre ressenti. Peut-être que une fois, en réunion officielle, quand on a fait le CNES, 4,000% de 7,0% de l'Ijma, comme à la loi, comme à Dadik, si vous pouvez rendre public la liste des points de vente qui est l'inflation de 7%, vous allez rendre un énorme service à la société. On est obligé à 7%, mais à 30%, c'est Mohamed. Il y a des périodes où vraiment, c'est pas chaque semaine, parfois chaque jour, il y a comme ça, des pics d'inflation. Maintenant, afficher les 7%, vous êtes en train de décrédibiliser l'institution. Vous ne rendez pas un service à l'institution. À la nation, mais c'est tracadé. Ça sert à rien. Mais les acteurs locaux, si vous prenez la séance sur la banque, on a une facture d'après l'inflation. On va les payer les coûts. Bon, le taux d'intérêt officiel est de 8%, 9%. Mais ça va pas avec les coûts cachés, avec les crédits. Les dettes bancaires, elles ne vont pas. Au bout de 5 ans, 10 ans, il fallait le double. Parce que du manière indirecte, il y a l'assurance fictive. Donc, ça va bien. Donc, c'est pas très intelligent cette démarche. Donc, pour moi, je travaille qui est avec la même. Quand on a créé l'allocation chômage, il est publié. Depuis 10 ans, 15 ans, moi, je récupère à chaque fois qu'il publie, je récupère. Il y a l'information. Il supprime le document. Il publie chaque mois. Et bien sûr, c'est normal, les gens sont portés, les chômeurs sont portés. Il y a des préférences, ce qu'on appelle des préférences révélées, les gens sont portés. Et le chiffre a commencé à augmenter, 4,5 millions. Ça fait chier d'autres années, c'est 2-3 jours. Au lieu d'affronter et de dire, effectivement, il y a 4,5 millions de potentiels chômeurs. Et encore, c'est le chômeur déguisé. Il y a des gens qui ne se déclarent pas chômeurs, ils remettent dans l'infirmière. D'accord. On peut enlever 500 000, mais quand même, on a 3 millions et demi facilement, on le sent dans notre famille. Elle a détiré au chômage. Elle a fait un barkmat, elle a fait Dabzour, elle se retrouve au chômage. Ce qu'on lui propose comme une assistante showroom ou la folie. Nos enfants sont surdiplômés pour les fonctions qu'ils occupent actuellement. Elle a décidé de déclarer, c'est un problème. Là, on regarde vraiment l'anthropologie. L'économiste, il devient muet. Il ne peut plus. Il faut revenir au fonctionnement des institutions de l'État pour comprendre. L'État en amont, elle subventionne l'éducation, quoique elle n'est plus gratuite depuis longtemps. Et en aval, on se retrouve avec un volume de chômeurs où le peu d'emplois qu'ils trouvent, ils sont surqualifiés pour ces emplois-là. Il faut juste voir les annonces qui sont faites. On demande pour de simples employés d'assistanat pour l'administration des pas plus simples. Puis plus que cela, dans les grandes villes, on leur fait comprendre que les mêmes diplômes à l'intérieur des fils, ils ont dans l'école privée. Dans les arts, dans les DI. Vous avez demandé si ils sont bien venus pour un master. Moi, j'ai enseigné dans ces écoles. C'est pas évident qu'il aura un niveau meilleur. Mais il sera capté par les banques françaises, par certainement les concessionnaires à l'automobile, à la téléphonie, parce que ça fait grande école française. Mais ça ne résout pas le problème de l'économie, ça ne résout pas le problème des institutions publiques, des entreprises, ça résout pas là. Le troisième point de pour l'année, donc la seule solution, ils ont désactivé la rubrique, comme d'autres cas. Pratiquement donc à une année, juillet. Il y a un qui publie. Et j'ai publié en interne. Moi, j'ai le bulletin, parce que avec l'avantage des carrés, on y dort par la terre. اسمها في الكتب بلاد الدار البيضاء ملي تاعك شي خشب ديال هنا قلت له والله واحد سميت ما خلصش لي كونت سوسيو داروا له غرامه او بغيتو نسخروا ديال هضروا في اسمه لا دات تاع جوجمون 2022 داروا دات ليسونس عمره عامل وشرعه والسيد راح يخرجوا له كاز جوديسير قلت الشيخ راح يحل لي المشكل لو بروبليم تاع au niveau تاع لي دوني هادو
C'est-à-dire qu'il révèle des réalités qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas affronter, où les gens qui occupent ces fonctions-là n'ont pas la consistance intellectuelle et les aptitudes pour les affronter. Et donc il préfère gérer sa petite trajectoire, moi forté, au moment de la baisse, on m'a dit le passif. Mais à un certain moment, il y a le cumul, c'est la société qui va payer d'une manière ou d'une autre. Si on prend l'ADS, l'Agence de développement social, pire, depuis une année, ils ont désactivé leur site. Moi, ils ont d'excellentes données. Comme sur le CNES, on a fait une enquête auprès des populations d'impact Covid sur 15 000 ménages. Malheureusement, on n'a pas été publié d'études. Il est toujours au niveau du CNES, quelque part, au ministère. On devrait en publier cette étude, l'ADS, du fait de leur cellules de proximité. Ils ont environ 300 à 400 cellules de proximité. Ils connaissent très bien les réalités locales. Excellente. En plus, les cellules c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que tu as des professeurs, des sociologues, tu as des médecins, tu as des juristes, et des gens qui connaissent les populations. Par exemple, dans le sur Boutlélis, tu as la cellule qui dessert la commune de Boutlélis, il y a qui fait c'est qu'une somme, ce qu'on appelle, vous appelez sociologue, un capital social qui n'est pas quantifiable mais qui est excellent. Et l'État s'empêche de bénéficier de cela. Et moi j'ai dit ce discours en interne. Donc, le quatrième site est le ministère de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme. On devrait avoir aussi. Et le dernier, c'est l'Agence nationale de gestion microcrédit. Mais c'est excellent pour connaître comment est-ce que vraiment les politiques de microcrédit qui sont beaucoup plus orientées pour les femmes qui sont au foyer, ils ont au foyer quelque chose. Ils ont, sur le site, ils mettent des données beaucoup plus rentables. Ils ont un bulletin mensuel qui publie chaque mois, qui est très intéressant, très riche, mais malheureusement il n'est pas rendu public, le site n'est pas accessible. Il faut militer que ces informations-là soient accessibles pour le monde de la recherche et sera autant d'évaluations gratuites et intéressantes pour eux. Le drame on s'empêche une évaluation gratuite dans les concitoyens internats, mais il y a l'Union européenne, la Banque mondiale, on lui déroule le tapis rouge. C'est ça le drame. Mais la il n'a pas la perception de la réalité. Il n'a pas. Moi, j'ai parlé avec eux, l'ordre d'association, des gens qui viennent comme ça. Sauf s'il a déjà par exemple, on a deux cas. Un est chilien, donc il a sympathisé. Sur place, il a modifié le thème de référence. Il a su que le thème de référence qui était rédigé à Washington, il partait à côté. Le deuxième, un pied noir, France. Un de on a fait des choses intéressantes en interne, mais malheureusement, on permet à ces gens-là d'accéder à une information, ce qu'on ne permet pas à des chercheurs, des enseignants, des Algériens, des concitoyens au plein air. C'est pas مغلق على بالي انه ساكت اسمع بالله نرجع هنا على بالي انه قبضوا مرة الاخر يروح يدي الطياره تاعو يروح. Et en plus, ils vont un document qui ne répond pas nécessairement à une problématique locale. C'est toujours intéressant, effectivement, la coopération internationale pour avoir un retour d'expérience. C'est largement insuffisant. D'accord? Et en rendant public cette information, les gens, d'une manière régulière et gratuitement, quand ils font des évaluations ou des commentaires ou des critiques, il faut les accepter. Au contraire, c'est le que c'est l'éduqué, que c'est le d'accord? On s'empêche ça. Au contraire, il essaie de remplir sa mission pour laquelle il est payé, pas plus que cela. Il faut quitter ce discours-là, quitter cet intérêt dans le sein. Maintenant, on arrive aux deux derniers points. La donnée à créer. Moi, j'ai identifié ici que j'ai rencontré dans ma carrière ou les collègues. J'ai repris des aspects qui sont communs. Donc, mon expérience personnelle, je la mets de côté. Donc, le premier, c'est le budget. C'est le point de départ. Je suis à l'équipe de créate. نقدر نديها لي ما نعرفش في نيتي نقدر ندخل حتى واحد قال لي heureusement les sanitaires on peut rentrer. C'est vrai que je dois faire des sanitaires je dis que non elle est réservée pour les licenciés d'une étude et pour la coopération internationale. تبدا تخرجوا برا الجامعه تاع تروحوا بالزراعه وتروحوا التغسيل ديالكم. Donc le premier c'est le budget. Et c'est ça la première limite, la pertinence du travail du chercheur.
si moi je veux questionner cette vérité et j'ai besoin d'un million de dinars, ou il y a des 600 000 dinars, comme si ma taille واحد شوف لي واحد حبيب لي يقول لك انا بيت مليون دينار تدرس 6 مليون شحال يدير طلع بطولات كيف داروا donc c'est un grand et le problème هنايا je travaille dans certains ministères des Finances الدراهم كاينين. Si vous prenez le rapport d'exécution de la finance des budgets, à part 2-3 institutions qui consomment à 100%, vous regardez un les 2 tiers. Drame qu'il n'y a, il ne faut pas. J'ai fait un séminaire à l'INES et j'ai appris une information. Vous savez très bien qu'il y a des comptes d'affectation spéciaux. Il y a la loi de finance pour financer le fonctionnement de l'État et il y a des comptes d'affectation spéciaux. Vous avez un rapport chercheur depuis 2 ans, 3 ans. Ils ont clôturé le fonds de soutien à la recherche scientifique. Mais à côté, il y a un CAS qui s'appelle soutien au développement du football professionnel. Mais c'est le moi, j'ai des montants. Je n'ai pas le droit de le dire. Je suis soumis toujours à l'obligation de les suivre à la retraite. Mais je vous donne un rapport, un chiffre. Quand on donne 1 dinar au fonds de la recherche, on donne 4 dinars pour le football. Et ça résulte. Donc, drame gagné. Donc, les gens, quand ils demandent, en plus, c'est très encadré. Moi, j'ai fait la recherche, j'ai rempli des formulaires, en passe mon temps à remplir des formulaires de Canva. Drame gagné. Donc, le premier point, c'est le budget. Il y a ce que j'appelle le biais de la coopération internationale et des études. Il y a fait une petite subvention et on l'oblige d'une manière. Sont de recherche, les EPST, je ne sais pas comment les choses ont évolué actuellement. On oblige d'une manière indirecte les gens à aller vers des études. Soit ils veulent pour avoir des rentrées supplémentaires pour l'établissement, pour pousser fonctionner d'une manière correcte, et même les chercheurs, bien sûr, il est d'une manière école-canadienne, je vais avoir quelques chèques intéressants à la fin de l'année. Mais il y a un biais, parce que ceux qui commencent l'étude des institutions de l'État ne sont pas nécessairement des problématiques réelles dans la société. C'est des institutions qui veulent combler avec des institutions de recherche. D'accord? Au moins, ils sont déjà payés sur ça, sur leur mission. Et la coopération internationale, vous le savez très bien. On va y financer ce qui les intéresse, ce qui n'est pas nécessairement le Qatar. Quand je travaillais sur le premier projet de l'accord d'association, il n'y avait aucun soutien en État pour travailler sur l'accord d'association. Elle a dit en décembre 2002. On a signé l'accord d'association à Valence en avril 2002. J'étais étonné qu'il n'y ait eu aucune étude sur l'impact sur l'accord d'association. Et on peut, sur le plan technique, on peut faire ce qu'on appelle des évaluations expandées, c'est-à-dire avant la surveillance du phénomène. Je fais une petite simulation pour voir où on arrête à fesse, où il y aura des problèmes. Et ça, c'est intéressant. Ni ministère de commerce, ni ministère de finances, des gens que je connais. J'ai fait mon tour de table de manière informelle, et on dit, je vais aller sur ça. Mais qui est l'Union européenne? Quelle est l'Union européenne? L'Union européenne, l'étude qu'elle a financée, les thèmes de référence, quand vous les lisez, à part comme Abla, vous savez très bien ce qui les intéresse moi. C'est légitime, il va mettre 70 millions, 80 millions d'euros, c'est pas pour tes beaux yeux. D'accord? Et la première étude que j'ai faite sur la partie de l'accord d'association avec Alphélis, ça a été financé par Alphélis. Et ce qui est malheureux, c'est que le gars est bien ici. Vous remplissez un site, un formulaire sur le site, on a eu 13 000 euros, et en interne, pour avoir 1 000, 2 000 dinars, il y a un bloc. D'accord? Donc ça, c'est très important de régler ça. On ne peut pas continuer comme ça, les gens. On est à 60 ans d'indépendance, on ne peut pas. On le remarque, les études sont insuffisantes, les analyses sont très superficielles, parce qu'il y a ces réalités. Et les chercheurs, ils ont pas d'aller, au contraire. Il a un recul par rapport aux sociétés. Parce qu'il faut avoir le recul par rapport à la société pour comprendre. D'accord? Pour comprendre, il faut lui donner un minimum de moyens. Deuxièmement, c'est les autorisations. Quand vous commencez à travailler, là, il y a un échec. Vous commencez à filer, mais là, vous faites des courriers, vous attendez. Ce que je lui demande, il signe le courrier. Et là, je faisais le backmestre. Par déposer le bureau d'ordre. Je la donne, tous les autorisations. Et quand on a les autorisations une seule fois, on a travaillé sur place. Un ministère, je ne vais pas citer, mais les autres, pratiquement, la non-réponse, c'est une réponse négative par défaut. Déjà, très difficile. Troisième point, ça y est, j'ai les autorisations, il fera l'enquête terre. Parce que on a donné à créer, je vais créer mon enquête. Je vais faire une enquête. Là, il fera, sur le plan statistique, vous étiez confronté. Est-ce que j'ai la base sondage? La liste
exhaustive de tous les individus qui sont concernés. Une fois, j'ai travaillé dans un bureau d'études. Ils voulaient faire l'étude d'impact, c'était la Banque mondiale qui le finançait en 2000, sur l'impact du filet social. Ça fait très bien avec le réchauffement de la dette. On est entré dans un programme d'ajustement structurel entre 1994 et 1998. Et on savait très bien qu'il y avait beaucoup de gens, des entreprises, des travaux. Il y avait 1200 entreprises qui ont été fermées. Donc on a eu jusqu'à 100 000 chômeurs. Donc en même temps, on a créé l'Agence de développement social en même temps et la Caisse nationale d'allocation chômage. Donc on a mis en place des aides, ce qu'on appelle le filet social. Quand on a voulu travailler avec la Banque mondiale, le ministère des Finances et la Banque d'Algérie, parce qu'il y avait des versements monétaires, on a le détail au niveau des banques. Il y a des gens qui étaient payés par même l'Algérie Post, CCP, je me rappelle aussi CCP. Le problème c'est la base sondage. Quelqu'un est n'attaque. N'attaque la liste à l'échantillon. Non, on a bataillé. Ça fait qu'il y avait un biais. Mais quand on a pris la base sondage, on a bataillé parce qu'il y avait un soutien de ministère, parce que c'est une étude qui concerne le gouvernement, on est arrivé à un taux de 38% des bénéficiaires. On a compris pourquoi. Et plus que ça, on a remarqué que les gens, quand ils ont travaillé à 2000 dinars à 3000 dinars, et le coût de gestion de versement tahalik, c'est à 430 dinars. C'est énorme. Ça fait 1000 dinars, ça sera 300 dinars dans les faux frais. On a trouvé, par exemple, on a un certain nombre de choses. On était dans un bureau d'études privées, avec la CNAC, une institution de l'État, elle demande 2-3 personnes au niveau local, pas plus. Ils sont en train de louer des villas. C'est pas mal, vous avez, par défaut. Ça veut dire des comportements comme ça qu'on révèle. Vous remarquez, si on laisse le chercheur travailler, c'est que non seulement il répond à la problématique, mais en même temps, il va attirer votre attention, vous dire, كيما الارتيزان كيكون واحد امين انسان امين كيجي يخدم لك روبيني يقول لك والله ريحه الغاز البروبليم في الكويزينيير اي واحد كاري يجي ريباري الروبيني يجي رايح مي الشرشر انسان عنده ضمير بهذه il parle c'est pas un chasseur de prix donc il faut pas le transformer en chasseur de prix واحد يسمي يحوس un complément de salaire d'une manière continue ça c'est mauvais et ça fait vraiment خلاص il rentre dans l'air parce que là il attire votre attention. Donc, si vous avez le base sondage, c'est un travail technique. Je fixe la taille d'échantillon. Généralement, c'est le budget qui le fixe, pour les DTV. Généralement, c'est le budget. Pour enquêter une famille, je vais dépenser au moins 1000 dinars. Attendez 100 000 dinars, donc je ne vais pas dépasser 100 familles, pas plus. Ça ne va pas très haut. Mais, toujours, il est possible sur le plan statistique de constater a posteriori la qualité de mon échantillon. Est-ce que l'échantillon, je me trompe beaucoup là. D'accord? Et ce n'est qu'en répétant la même enquête sur plusieurs espaces, dans d'autres espaces, dans d'autres communes, ou dans des périodes d'autres, que je vais avoir une idée très précise sur la pertinence de mon échantillon. Mais généralement, dans les faits, je prends ce qu'on me donne et je commence à travailler. Et je vais constater à posteriori, parce que j'ai toujours la capacité. C'est la formation de Bastille qui me donne le cadre méthodologique. D'accord? D'accord? 10%. Ça fait 10%, je ne vais pas donner autant d'argent. Si vous voulez descendre à 2-3% de marge d'erreur, il faut me rajouter 400 000 500 000 dinars pour que l'échantillon enterré, il fera 1200 1300 au lieu qu'il fasse 400 700 en personne. D'accord? Donc je peux tenir ce discours-là, et croyez-moi, moi en interne, les gens sont réceptifs. Les gens sont réceptifs. Quand il y a un argumentaire comme ça, qui est cohérent comme ça, on force le respect. Mais d'après, est-ce que celui qui détient la bourse, est-ce qu'il est capable d'accepter ou pas? Mais les gens, au moins, ça c'est très important. Il faut que le chercheur garde sa crédibilité vis-à-vis de tout son environnement. C'est très important. Le sixième point, c'est l'analyse de la donnée. Moi j'ai remarqué, parce qu'il y a quand on statisticien des collègues, généralement les collègues qui ne sont pas statisticiens, ils vont solliciter à la fin, mais au début. خلاص تحت فاس donc beaucoup plus on passe mon temps à نرقع que vraiment طفل ما تجيش من الاول يقول لك fallait pas faire ça في الكيستيونير تاعك fallait pas le dire parce qu'on est tenté par exemple les gens ما حبيتش نهضر questionnaire je suis tenté de faire 10-15 pages وتلقى 70 questions وتلقى الفامو طابلو هذاك داكور با داكور منا وتهدلو لا تروازيام باج يحبس لا كان يشتيك ولا يحش منك يبدا يكوسي وهذا Voilà. Et on peut savoir qu'il y a des indices de Cronbach, quelques indices Cronbach, le matin qui est 0,203.
il peut bien incohérent, il ne départage. Mais ça reste toujours intéressant. Donc, mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais il y a 3, 4, 5 questions qui sont bien posées, et l'une des questions, mon cher, est-ce qu'il répond d'une manière cohérente ou pas, c'est correct. Mais ce qu'on voit actuellement, même dans le test doctorat, c'est Google Form, il y a un Facebook, le groupe TFM, il y a beaucoup de biais de sélection. Et c'est pas représentatif. Et on soutient avec ça des tests doctorat. C'est très, très grave. Pourtant, cette information existe au niveau de l'État. Alors, on a tout le là. Les ministères il faut donner accès à l'information, il faut faciliter. Quel est le drame? Vous dépensez 400-500 milliards de centimes des faux frais. On peut le documenter, on peut le prouver. وهذا كي جاي demandé 100 000 200 000 دينار تقول لهم ما كاينش دراهم ومنا ولازم جزء على لورديناتور فينونسي تاع الولايه ولا تاع الوزاره ومنا تخرقوا في داخل الفنجان. ما عندي كراه. وكاين بوكو الناس كرهوا تطلب. سواء يروح تعليم اش باردون chercheur permanent طول النهار بلا تنيت ابري 10% ولا 5% ديفيرونس لا. انا قرينا لي النظر تاعي وعندنا des capacités de consulting, sinon on va se dire que je vais dire il y a des cas comme ça. Il y a des gens très valables qu'on a cassés, qu'on a bridés. Ou quand on a choisi dans les outils de drôle, ils rentrent en erreur. Et c'est la nation et l'État, quand je dis la nation, donc c'est l'État et la société qui perdent une personne qui était très malade au début. L'autre, nous disons, on a notre absence, je vais non, là, pour que je remercie au début, ça pour nous donner l'occasion de dire des choses qui nous tiennent à cœur. On ne peut pas continuer comme ça, les gens. On ne peut pas. C'est trop avec c'est trop. Et on le remarque. Moi, j'ai fait les deux côtés. Avec un gars qui a parfois dans des réunions officielles, il veut comprimer dans la ligne, c'est pour moi le marché créatif. Il y a une dichotomie dans les têtes. C'est très grave comme c'est marché. الدكتور ده فكرة فوق وجمكتو تمشي الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية وجمكتو فرونتين الوزارة تاعك سي grave. Et ça, c'est une question d'anthropologue. Nécessairement, il y a certains profils, normalement, qui émoutent, on va extraire la séquence de l'ADN qui a tombé le profil taac pour éviter que ça se reproduise dans la société. Parce que les gens, ils ont cassé des institutions. Vous le savez très bien. Une personne peut casser une institution pendant des décennies. Du manière volontaire ou involontaire. C'est involontaire. D'accord. Ça, c'est pour la donnée à créer. Donc, ça, c'est les 6 points vraiment qui déterminent la pertinence. Au départ, c'est drame. Et actuellement, on prend le raccourci à Google Form, les mises en ligne. Ça devient biais. Mais là, les gens n'ont pas d'autre chose pour faire ça. Le troisième point, la parole est à Krask. Donc, je me dis, que faire? D'accord, que faire? C'est bien ça. Non. Je vais pas là. Non? Ah, d'accord. شو اللي طلعها؟ في علم العلم يسعد. C'est même que fait. Donc, que faire? Il y a ces problèmes, cette réalité. Donc, il faut que je dépasse cette réalité. Sinon, je change de métier. Il y a des gens qui ont changé de métier. Là, ils ont été bridés une seconde, ou ils ont changé carrément, et ils ont été. La première chose, il y a pratiquement le travail du chercheur et je sais pas, détective. Il a la visière, il devine la vraie donnée. Par exemple, si je prends le revenu, si on me cache cette information, elle n'est pas accessible. Quelqu'un qui a un revenu, toute chose égale par ailleurs. Si le revenu augmente, sa consommation augmente. Si j'ai un accès à la consommation, je peux deviner, entre guillemets, quel était son revenu. Moyennant des hypothèses, où le taux d'épargne il reste le même. Mais d'ailleurs, c'est un peu difficile, il faut avoir d'autres informations. Par exemple, le revenu, il faut que j'ai par exemple une idée sur les montants qui sont déposés dans les CCP, dans la banque, mais on peut le faire. Il y a toujours des votes. Au moins, on voit, parce que le travail des chercheurs, c'est que face à l'ignorance, il faut restreindre son espace d'ignorance. À la belle idée, moi je commence par défaut.
La réalité, elle est là quelque part. Je suis capable de dire ça. C'est la première chose, ce qu'on appelle la construction des proxys, des indicateurs indirects. Alors, c'est pas l'attractivité dans les entreprises, il y a un gros problème pour les statistiques, mais ce n'est pas leur faute, mais ils ne le disent pas. Les gens, ils peuvent changer de leur méthode. Par exemple, le secteur privé, il est totalement non suivi. Parce que les gens ne répondent pas à leur enquête. Les taux de non-réponse de 70%, 80%, vous ne pouvez rien dire. Mais dans le marché d'entreprise, par exemple, dans le domaine de l'industrie manufacturière, si j'ai 5 consommations d'électricité et de gaz, parce qu'ils sont sur la moyenne en tension, je peux deviner. Il y a des travaux sur ça. Si vous prenez par exemple les deux bulletins de conjoncture de la Banque mondiale, le bureau à Alger, ils utilisent une technique de la luminosité. Avec des données satellites, avec les degrés de luminosité, il peut deviner quelle était l'activité dans cette région-là. Ils ont publié la méthodologie, elle est sur le site, c'est intéressant de le voir. La deuxième approche, ce qu'on appelle l'approche des données miroirs. Cette information NAA, par exemple, si je prends après je prendrai cet exemple-là, par exemple dans le domaine extérieur, dans le commerce extérieur. Si je prends par exemple le commerce extérieur, les importations TAE sont les exportations de mon partenaire. Dans cette année, je sais par exemple les échanges TAE sont très concentrés. Les deux tiers sur l'Union européenne, la Russie, la Chine, pardon, la Turquie, les États-Unis. Donc, l'Union européenne, même la Russie et la Chine sur le site ils donnent l'information chaque mois. Je peux, moyennant certaines corrections, parce que par exemple, quand j'importe, je paie le fameux CAF, le coût assurance frais. Et quand j'exporte, ce qu'on appelle le free on board, le FOB, on ne D'accord. Donc, si on ne donne pas, et on ne donne pas depuis 3 ans des chiffres de commerce extérieur, pour les raisons que l'on connaisse, on ne donne pas, moi je peux deviner. Moi je fais toujours cet exercice du moyen-indique, je peux savoir quel était mon commerce extérieur. Là, la dernière donnée qui est disponible sur le site à les douanes, dans le ministère du commerce, c'est 2020. C'est pas sérieux, déjà. Mais je peux reconstruire cette série jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a des partenaires qui n'ont pas un système statistique très développé, qui publient pas qui m'aident chez vous, et donc j'ai toujours un 30% qui manque. Mais en termes de structure, je sais où on est dans le commerce extérieur. Donc les importations taille, par exemple, de la France, c'est des exportations de la France vers l'Algérie. Pour vous connecter sur le site de Web française, j'ai le détail, ce qui est excellent. En plus, on est sur l'open data. Et vous avez le détail par mois, et même parfois, il faut payer. Vous pouvez même savoir quel était l'opérateur. Ça, c'est important parce que dans le domaine des exportations en hydrocarbures, il y a des gens qui font des exportations 1 mois, mais il y a 8 mois, 9 mois. Si j'ai cette information, et si je vais à cette personne, ce chef d'entreprise joue le jeu, généralement, qui connaît un questionnaire me demande de ce pas chiffre d'affaires, avec le khaddami, déclaré, mais j'ai déclaré, qui trouve le je ne peux pas exporter, et puis il va égrener la liste des obstacles. Vous voyez, donc, un chiffre, une série, fait un développement, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas été bien formé, il est sur le tableau. Il n'y a pas eu d'exportation. Non, il y a une exportation potentielle, mais ce n'est pas réalisé. D'accord. Et là, je commence à comprendre ce qui se passe dans le champ du commerce extérieur. Grippe. D'accord. Voilà. معليناش نجعلوا فيهم شويه هنا. Einstein a eu son prix Nobel sur ça, la dilatation du temps. نجعلوا فيهم شويه. Il reste 2 marques de diapositives. Là, par exemple, l'allocation de chômage, si on ne donne pas l'information là-même, pour l'instant, ils ne donnent pas, mais cette dépense d'allocation de chômage, elle a été décaissée quelque part. Au niveau du ministère des Finances, ils ont ce qu'on appelle la situation résumée des opérations de trésor. C'est une situation qui est mensuelle. Si j'ai accès à cette information, je saurai quelles sont les allocations de chômage qui ont été décaissées. Et bien sûr, il faut que j'aie accès. Mais dans le domaine de la sciences sociales, même dans l'économie, il y a 2 possibilités qui sont l'économie expérimentale, elle n'est pas très récente, elle est un peu douce. Il y a l'économie expérimentale et ce qu'on appelle la randomisation. Ça, c'est 2 autres possibilités pour dépasser les situations de blocage. Pour l'économie expérimentale, carrément le principe d'AHA, j'essaie de reproduire une situation économique réelle de façon à observer des comportements. Vous savez très bien, les situations économiques ne sont pas reproductibles. S'il y a inflation, je ne vais pas donner on va civiliser cette situation-là. On n'est pas dans le domaine des sciences naturelles et physiques. Mais avec les techniques d'économie expérimentale, je peux reproduire dans un laboratoire
certains comportements, phénomènes économiques, et voir les comportements des acteurs. Les acteurs, c'est des personnes que j'ai choisies, des chefs d'entreprise. Dans la démarche TAHA, j'ai choisi une population volontaire, c'est très important, des gens qui acceptent de jouer le jeu, qui ne sont pas expérimentés, dans le sens, ils n'ont pas subi ce phénomène-là. Donc, j'ai un comportement qui est pur. Donc, la personne va réagir d'une manière très pure, n'a jamais eu d'antécédent. D'accord? Et l'économie expérimentale, elle n'est pas enseignée en Algérie. Dommage, elle permet de comprendre des choix individuels des gens. Par exemple, s'il y a allocation de chômage, je vais dire, je vais bien. Dans un laboratoire, j'essaie de poser ces questions. C'est comme les focus group, mais d'une manière un peu plus modélisée. J'identifie des jeux d'acteurs, des stratégies, donc je suis pratiquement dans le domaine de la théorie des jeux, et ça me permet de comprendre des études de marché, le fonctionnement dans les marchés. Si je prends par exemple le sujet de l'inflation, croyez-moi, le premier facteur qui cause l'inflation, c'est la désorganisation des marchés. D'accord? Le fonctionnement des marchés, et on le remarque, cette période pour des raisons de taux de change ne change pas, le prix de l'importation n'a pas augmenté, mais en même temps il a augmenté. Donc il y a un jeu d'acteurs local qu'il faut identifier, qu'il faut découvrir. Et le dernier point, c'est vraiment dans le domaine de l'analyse de la pauvreté, vous avez des méthodes qui ont été mises en place, qui existaient, mais ont été sophistiquées et ont été modélisées par ces deux personnes, Abhijit Banerjee et Esther Duflo, qui ont eu le prix Nobel d'économie en 2019. Ils ont mis en place des espaces de réflexion, ce qu'ils appellent des laboratoires, avec le JIPAL. Le JIPAL, c'est le diminutif d'Abdel Jamil Pauvreté Action Lab. Abdel Jamil, c'est le groupe saoudien qui finance ce travail-là de ces deux prix Nobel. Ils ont pratiquement 50 ou 60 laboratoires dans le monde qui font la promotion de cette méthodologie pour une meilleure analyse de la pauvreté au niveau microéconomique. Parce que si vous restez sur les agrégats, on ne peut pas dire des choses intéressantes. Et en plus, on vous cache l'information. Même si on vous donne l'information, le revenu global, tout ça, pas tâche. Mais si on va vers les populations locales favorisées, le principe TAHA, et j'ai vu sur ça, madame, le principe TAHA, c'est que je constitue deux groupes. Un groupe témoin, c'est comme en médecine, dans votre domaine, madame, en médecine. Un groupe témoin qui ne reçoit pas le traitement, qui ne reçoit pas cette aide de l'État, et un groupe de contrôle qui a reçu cette aide-là. Et toute chose égale par ailleurs, si les choix ont été bien faits, la différence dans les comportements, je peux l'imputer à cette politique publique qui a été mise en place pour réduire la pauvreté. Et je vous remercie. Bonjour chers collègues, je voudrais d'abord remercier mon ami Amina Lacour de nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur dans tous les domaines, que ce soit dans la recherche ou dans le développement socio-économique, ou ce que vous voulez, ou les politiques publiques. En fait, c'est un frein de notre activité au quotidien. Et je voudrais vous présenter le cas particulier du registre du cancer. Tous les Algériens se plaignent de cette pathologie qui est en pleine expansion parce que nous vivons des facteurs de risque en expansion aussi au quotidien, et donc en réalité les politiques publiques ne font pas grand-chose là-dessus. On a mis en place beaucoup d'argent pour prendre en charge le cancer, mais est-ce qu'on a mis en place l'argent là où il faut? On se pose des questions. Alors, quelques principes de base, c'est que aujourd'hui, quand on parle des données, on peut parler au départ du système d'information. Les données, c'est ce qui est produit par un système d'information. Mais le système d'information, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des systèmes informatiques, des ordinateurs, non, c'est pas ça. Le système d'information, c'est plutôt une organisation ou un dispositif par lequel l'institution va s'informer pour gérer son fonctionnement et son évolution. C'est le fait d'avoir un tableau de bord qui vous dit ça monte, ça descend, ça évolue bien, ça évolue mal, et donc ça oblige à de l'action. C'est une information qui va vous obliger à mener des actions et donc à prendre des décisions. Et dans le domaine de la santé, l'information sanitaire, ça permet de récolter les données de base qui sont utiles à la gestion du système
pour planifier, prévoir, financer, évaluer, et ça permet de voir comment on a utilisé les ressources, est-ce qu'on les a utilisées correctement, pas correctement, et quelles sont les prévisions à faire. On est obligé d'accumuler on est obligé d'abord d'accumuler les informations, et ensuite, si on ne les utilise pas immédiatement, c'est l'accumulation des données qui permet ensuite de pouvoir proposer les actions adéquates. Quelles sont les 3 composantes du système? Eh bien, le système d'information en santé ou ailleurs, il est basé sur une triptyque. D'abord, comment est faite l'organisation? Comment est l'organisation? Qui sont les hommes qui récoltent ces informations, qui contribuent à ce système d'information et qui génèrent les données? Donc, il va y avoir une interaction entre les hommes et puis l'organisation. Et enfin, quelles sont les technologies d'information et de communication qui sont utilisées? Est-ce que on est sur du manuel, du papier? Est-ce qu'on est sur des fichiers Word ou Excel qu'on envoie? Ou est-ce qu'on est sur les bases de données sur web? Quelles sont les méthodes qu'on utilise, les méthodes de communication? Les systèmes de santé, ça me gêne, moi, ouais, ça me gêne. On va la monter un peu. Non, ça va. Alors, les systèmes d'information en santé ont beaucoup évolué. D'abord, au départ, c'était comment éviter le risque naturel. C'était essentiellement les maladies à caractère épidémique. Donc, il existait une liste de maladies à caractère épidémique qui mettaient en danger la santé de la population, le choléra, la peste, la tuberculose, et puis vous avez vu le massacre qu'on a eu pour Covid. Donc il faut vraiment notifier tous les cas pour permettre de réagir au fur et à mesure pour passer à l'action. On appelle ça de la surveillance épidémiologique. Ensuite, le deuxième niveau de l'information, du système d'information en santé, c'est d'être le plus efficace possible, notamment avec toute la consommation et la production et la consommation des médicaments qui ne doivent pas sans risque. Nous savons tous que l'utilisation de certains médicaments ont conduit à des dangers aussi bien sur les fœtus que sur la santé des personnes, comme par exemple des effets cancérigènes liés à certains médicaments, des accidents thromboemboliques, les vaccins, on sait tous qu'il y a des effets secondaires, et donc on rentre dans un autre système de surveillance qu'on appelle la vigilance ou la pharmacovigilance ou la matériovigilance. Le fait de mettre des prothèses mammaires, c'est peut-être bon pour reconstruire des seins qui ont été des ablations de seins, mais après, matériovigilance, après on développe des lymphomes et des cancers. Donc on met en place des produits thérapeutiques, mais qui vont eux-mêmes générer des dégâts pour les personnes qui les utilisent. Ensuite, il y a un autre principe du système d'information, c'est de surveiller l'utilisation des produits biologiques. Rappelez-vous le scandale du sang contaminé. Quand c'était dans le cas du HIV, on a transfusé des personnes qui avaient des problèmes endocriniens ou hématologiques avec des produits de sang ou autre chose ou des hormones contaminées, tant et si bien qu'on a eu une floraison de cas de HIV qui n'étaient pas liés à des pratiques individuelles délétères. Et donc, l'utilisation des produits contaminés des produits contaminés par le prion dans la consommation des bovins. Et donc on a atterri au scandale de la vache folle. C'est ce qui signifie que un des autres objectifs du système d'information, c'est de pratiquer le principe de précaution. Quand on ne sait pas, on prend des précautions, on évite de faire prendre des risques à la population, et puis de garder une trace, la traçabilité, pour veiller à la sécurité sanitaire des populations de façon générale. Alors,
Comment fonctionne le circuit de l'information chez nous comme par ailleurs? Il existe beaucoup de sujets sur lesquels les opérateurs en bout de chaîne dans les structures de santé périphériques, les unités de soins de base, les différentes unités de soins de base, les maladies à déclaration obligatoire, le HIV, la tuberculose, la mortalité, la polio, les programmes qui sont sous surveillance, à ce moment-là, tous les mois ou toutes les semaines, ou des fois quand c'est des urgences, imaginez une méningite, vous êtes obligé de la déclarer rapidement. Donc, dans ces conditions, les unités de santé de base font leur déclaration au service d'épidémiologie des structures de santé, qui vont transmettre à la direction de la santé, qui va transmettre en même temps au ministère de la Santé et de l'INSP. C'est le système qui fonctionne comme ça, mais de cette manière-là, il est un petit peu lent. On a commencé à mettre en place des plateformes dans lesquelles on injecte nos données, mais par des réseaux intranet, mais ça ne fonctionne pas réellement. En réalité, l'information, on doit la donner au jour le jour, de manière à avoir une vision globale le jour même. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur Covid, les données étaient versées dans les plateformes immédiatement, et chaque jour, on avait les statistiques nationales ou internationales de mortalité, de nombre de cas, de vaccination pour tous les pays du monde, pour toute la planète. Il y avait un site sur Google qui vous donnait toutes ces données. Vous pouvez chercher pour Algérie, vous pouvez trouver les données au quotidien. En matière de décès, en matière de nombre de nouveaux cas, en matière de nombre de vaccinations. Vous voyez, ce qui est important dans l'information sanitaire, c'est qu'elle soit délivrée le jour même, en temps réel. Revenons à notre question du cancer qui a monopolisé les débats parce que c'est une maladie qui coûte beaucoup d'argent à l'État, aux patients, qui emportent des vies humaines, qui sont des douleurs pour les individus, pour les familles, pour la société. Et donc le cancer a été déclaré problème majeur de santé publique, qui a été érigé en priorité nationale, rappelez-vous, en 2015. Et donc ça a été un méga chantier présidentiel qui a mobilisé, qui a eu un niveau de mobilisation donc sans précédent, comme aucun autre programme de santé. Donc nous fonctionnons encore sur le plan national cancer 2015-2019, mais en réalité nous n'avons pas encore vu, depuis 4 ans, nous n'avons pas encore vu l'évaluation de ce plan cancer. A-t-on les moyens de la faire? Dans ce plan cancer et donc il y avait vraiment une grande équipe multidisciplinaire de nombreuses spécialités entre oncologues, cliniciens, économistes, sociologues, pour essayer et puis spécialistes de l'information, pour essayer donc de construire un programme intégré sur la prévention et la prise en charge du cancer. 8 axes stratégiques ont été donc mis en place dans ce plan cancer, dont le 6e est basé sur le système d'information et la communication sur les cancers, avec un focus basé sur les registres épidémiologiques du cancer. On ne peut pas savoir comment le cancer évolue, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il dépend, est-ce qu'il descend, quel type de cancer mobilise nos efforts, si on n'a pas un registre qui répertorie l'ensemble des cas. Alors c'est quoi un registre épidémiologique? Eh bien c'est une source permanente, c'est vraiment au jour le jour, qui va recueillir en continu et de façon exhaustive les données épidémiologiques, aussi nominatives. Il faut qu'on ait des individus à ce moment-là de manière nommée avec une date de naissance concernant un problème de santé. Dans notre cas, c'est le cas du cancer, qui va provenir de différentes sources, parce qu'il s'agit de croiser les informations concernant une population bien définie, donc c'est la population algérienne. Il y a différents registres qui répertorient les cas de chaque région, par son lieu de résidence sur un territoire donné, à des fins de santé publique d'abord et ensuite de recherche. Alors, ce qui est très important, les impératifs, il faut
que la définition du problème soit absolument exacte. Quand on parle de cancer du sein, c'est pas ou la cancer du poumon, c'est pas un cancer du sein qui a essaimé dans le poumon. Le cancer du sein, c'est une localisation primaire. Donc, il faut avoir une définition exacte du problème, du diagnostic. C'est très important qu'on parle exactement de la même chose. Il existe des classifications internationales, on est obligé de nous conformer à ces classifications internationales pour qu'on puisse se comprendre entre nous et qu'on puisse se comparer aux autres. Les comparaisons sont obligatoires. Donc les définitions sont précises et consensuelles avec l'international. Il faut que la structure du registre soit stable et durable. Les équipes multidisciplinaires s'associent pour fournir les informations. Ça va être les chimiothérapeutes, ça va être les radiothérapeute, ça va être les laboratoires d'anatomie pathologie ou les laboratoires de biologie qui font toute l'immunohistochimie. Et donc, il faut avoir, et c'est très important d'avoir les critères d'exhaustivité, c'est-à-dire l'ensemble des cas par la multiplication des ressources, des ressources d'information qui vont nous permettre de rattraper les cas qu'on n'a pas eus. Et en fait, ça permet aussi de valider un cas. Un cas, c'est celui qui a été validé par deux sources, à savoir le clinicien et puis l'anatomopathologiste. Alors donc, du coup, les laboratoires d'anatomopathologie sont eux aussi inclus dans le recueil des données concernant les cas de cancer. Il est très important aussi que l'identité des malades soit correctement orthographiée en termes de nom, prénom, complet et aussi en termes de date de naissance, ce qui permet à chaque registre et au registre national de rattraper tous les doublons, triplons et autres, parce que vous savez que chez nous en plus, les patients, malheureusement pour eux, ils se font prendre en charge dans plusieurs structures de santé. Il est à Oran et ensuite à Béchar, à Blida, puis à Enneba et puis je ne sais pas où. Donc il y a un tourisme médical parce que le système de santé n'est pas en mesure de répondre aux besoins des patients. Alors l'objectif du registre est de fournir toutes les données nécessaires pour définir les priorités et prendre les bonnes décisions de santé publique, comme le calcul de l'incidence, c'est-à-dire comment évolue la fréquence du cancer. Étudier l'évolution de cette incidence dans le temps, d'accord, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on descend, pour étudier aussi la mortalité, la survie, est-ce que les programmes qu'on a mis en place avec tous les moyens financiers et toutes les ressources humaines et matérielles améliorent la prise en charge des patients. Un bon programme, c'est celui où la survie est améliorée. Et puis, bien sûr, en comparaison avec toutes les mutations socio-économiques et culturelles, les changements de mode de vie, on ne peut pas parler de cancer du poumon si on ne regarde pas comment ça se passe côté tabac. Donc, le mode de vie interagit beaucoup avec l'évolution de cette maladie. Et en fait, ça permet de surveiller les tendances chronologiques de l'incidence du cancer en fonction de tout ceci. Vous remarquez, par exemple, la profusion des bars ou des cafés à chicha. On autorise beaucoup ça, mais en même temps, on a une montée spectaculaire des cancers de la gorge et des poumons liés à l'utilisation de la chicha. Alors, bon, c'est bien de mettre en place c'est très bien de mettre en place des plans de cancer avec des finances énormes, mais à côté, il faut que les politiques publiques suivent, qu'elles ne mettent pas en danger la santé des populations. Tout le monde entier sait qu'une bouffée de chicha égale 75 cigarettes, on arrête le massacre. En Europe, dans tous les pays occidentaux, on est arrivé à baisser l'impact des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, en même temps que les cancers du poumon, quand on a
mis en place des lois anti-tabac, que ces lois anti-tabac ont été exécutées. Chez nous, la loi anti-tabac existe, mais elle n'est pas exécutée. Les premiers à rentrer dedans, ce sont les flics. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les aéroports, les flics sont toujours en bas des panneaux arrêtés de fumer, et c'est les premiers qui pompent. Et donc, c'est les premiers qui, normalement, devraient faire respecter l'ordre public. Donc, quel intérêt de faire des programmes anti-cancer si les politiques publiques ne suivent pas? En fait, les programmes de prévention n'existent pas du tout. Et donc, l'objectif, c'est de supporter la recherche sur les études analytiques pour rechercher les facteurs de risque, et aussi dans les études évaluatives en termes de diagnostic, thérapeutique et suivi, et les études de survie. Sur le cancer, on fait beaucoup d'études de survie normalement, quand on a les moyens. Ça permet aussi d'estimer les coûts sur la maladie et puis les besoins en traitement, en éducation, en prévention. Ça nous coûte cher, ça nous coûte extrêmement cher. Mais dans tout ce que nous avons développé, est-ce qu'on est réellement efficient? Est-ce qu'on est efficace? La question à se poser. Pour ceci, nous avons besoin de données. Donc les cas les cas sont enregistrés, une nouvelle notification. Enfin, il y a tout un schéma basique de la notification. Ensuite, elle devrait à la fin elle devrait être validée, contrôlée et puis atterrir ensuite au réseau national. L'extraction des informations se fait à partir de sources d'informations qui sont les dossiers des patients, les registres des examens anatomopathologiques et biologiques, et puis d'autres ressources documentaires. Il existe des fiches de suivi qui sont assez développées, et donc ça devrait aboutir au registre du cancer. En Algérie, les registres de cancer existent depuis les années 80, donc d'abord Alger, ensuite Sétif et puis Oran qui s'est arrimé. Et aujourd'hui, on a 3 grands registres: le registre de l'Ouest piloté par Oran, le registre d'Alger Centre-Algérie, le registre de Sétif qui traite du cancer dans l'Est algérien. Toutes les données récoltées et validées par les registres régionaux sont ensuite versées dans le registre national. Et comme je vous disais qu'il existe ce tourisme des patients, le tourisme médical, donc le registre national qui est basé à l'Institut national de santé publique Alger va compiler tous les cas et puis essayer de rechercher doublons, triplons et j'en passe à partir des noms et des dates de naissance s'ils sont bien retranscrits. Chacun des registres régionaux produit chaque année des rapports, des bilans et des rapports qui nous permettent, de nous proposer qui nous donnent donc regarder une évolution par exemple du cancer dans l'Est algérien. Et puis aussi de faire des courbes de projection pour les années à venir. Et on voit bien que jusqu'à 2025, les prévisions qui ont été faites à partir de 2015, on a une vraie montée, c'est-à-dire on augmente les douleurs, des patients, des familles, du système, la charge du système de santé et puis le poids économique de la maladie. Je voudrais vous parler de ce qui se passe dans notre établissement hospitalier spécialisé en oncologie, donc le CAC Emir Abdelkader où je travaille, qui prend en charge les cas d'Oran, mais aussi beaucoup de cas de l'Ouest algérien. Alors comment il est structuré? D'abord, il y a 3 services d'hospitalisation, d'oncologie pédiatrique, donc pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, pour tout l'Ouest algérien. C'est un service de 63 lits qui est surchargé de patients. C'est le seul service de l'Ouest algérien. Vous avez l'oncologie adulte, donc pour les adultes, donc la chimiothérapie, ensuite la radiothérapie, qui est littéralement en panne. Beaucoup d'argent ont été versés dans la partie chimiothérapie en oncologie, mais quand on a arrêté le bras de la radiothérapie, les finances de chimiothérapie, en fait, elles partent en l'air. C'est-à-dire, on a mis en haut que la moitié du traitement, donc ça ne sert plus à rien. Et donc, en amont, vous avez le bureau des entrées où les patients arrivent, ils se font enregistrer. On enregistre leurs données sociodémographiques, nom, prénom, âge, profession peut-être, non quand même pas. Sur un programme patient qui a été mis en place en 2002, qui a fonctionné beaucoup sur DOS et qui vient d'être passé
sur Excel, des bases Excel, mais en fait qui ne produit pas beaucoup de données, qui ne nous permet pas de trop fonctionner, trop l'utiliser. Et donc il produit la fiche navette qui est envoyée au service, qui reçoit des patients. Il y a aussi donc le service que je dirige, où nous sommes tenus de faire le recueil des données à partir des services cliniques et en même temps en croisant avec la base de données du bureau des entrées. Nous faisons le recueil des données sur les fiches standards, sur des fiches standards. Si on analyse la qualité des données pour l'année 2022, alors le nombre total d'admissions qu'on a retrouvé dans le programme patient du bureau des entrées est de 4313 admissions en 2022. Quand nous avons regardé combien de dossiers sont disponibles dans les services, 1152. Maintenant, c'est même pas le tiers. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le programme patient, il répertorie les patients à leur arrivée. Il n'y a pas de cas, le cas répertorié, il y a 20 fois, ils arrivent, il y a 20 fois, et bien c'est 20 malades. Mais non, c'est une seule personne. Il y a vraiment un dysfonctionnement dans ce programme patient qu'on n'arrête pas de dire, mais il faut changer de méthode. Un patient, quand il vient, c'est un seul. C'est pas 20, s'il vient 20 fois, c'est pas 20 patients. En fait, il est compté 20 fois. Ce qui n'est pas normal. Quand on regarde dans les services, combien on a de cas? Ça, c'est la somme des cas dans les services. Le service d'oncologie adulte, nous avons travaillé sur la base de leur dossier. Nous avons eu accès à leur dossier. En 2022, ils ont eu 397 malades, donc nous avons pu explorer 100% de leur dossier, ce qui est pas mal. Le service d'oncopédiatrie ne nous a pas fourni de dossier. Ils enregistrent les cas sur un registre des nouveaux entrants, donc ils ont enregistré 298 cas. Mais un registre, c'est nom, prénom, organes malades, donc pas de détails, et il manque plein de données. Il n'y a pas de date de naissance, donc on ne pourra jamais valider dans un registre national, et il n'y a aucune donnée clinique, à part l'organe, ce qui est anormal. Le service de radiothérapie, nous avons travaillé sur des dossiers cliniques, mais leur numéro s'est arrêté à 734 dossiers, mais nous n'avons trouvé que 436, ça veut dire même pas les 2 tiers. Un tiers des dossiers ne nous ont pas été rendus disponibles, ce qui n'est pas normal. Ensuite, la date de naissance n'a été disponible que dans 87% des patients. En faisant le croisement avec le programme patient, nous avons été chercher les informations manquantes sur le programme patient. Et c'était une recherche manuelle extrêmement laborieuse. Ensuite, l'organe était disponible dans 96% des patients. Le type histologique pour seulement 54% des patients. Et donc, or, le type histologique, c'est très important, ainsi que l'organe, pour savoir dans quel profil de population ou de quel profil à risque nous sommes. Les Algériens, en Algérie, il y a des cancers qui sont prédominants. C'est le cancer du sein chez la femme jeune qui sous-entend un certain type histologique. On ne peut pas faire d'études parce qu'il y a des données manquantes. Alors qu'on est une particularité mondiale. Le grade, c'est seulement dans un tiers des cas. Et puis, on a retrouvé un rendez-vous dans seulement 46, un dernier rendez-vous, ça veut dire quand est-ce qu'on a vu le malade pour la dernière fois, parce qu'après, il y a forcément ou un perdu de vue ou un décès, dans seulement moins de la moitié des cas. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations manquantes et de qualité vraiment aléatoire. En fait, ce qu'on peut dire
à l'échelle d'un hôpital spécialisé sur le cancer, un hôpital hospitalo-universitaire du cancer à caractère régional. Ben, ça ne marche pas vraiment. Le système d'information, il n'est pas standardisé, chaque service fonctionne comme il veut, sans relation avec le bureau des entrées, donc un système d'information totalement désarticulé. C'est une fiche navette qui se balade d'un service du bureau des entrées au service clinique, et donc il n'y a rien qui est informatisé, il n'y a pas d'intranet. Alors ailleurs, les gens fonctionnent dans les autres pays, j'en ai pour 1 minute. Donc les gens fonctionnent avec des dossiers cliniques partagés. On ne refait pas les informations recueillies, on ne les refait pas. Il y a une déconnexion entre le bureau des entrées et les services cliniques. Les ressources d'information sont différentes d'un service à l'autre, elles ne sont pas uniformes, on n'a pas toutes les informations. Notre service a toutes les difficultés du monde pour accéder aux données, c'est des monopoles. Ils ont peur qu'on publie à leur place. Et ça ne nous intéresse pas, je ne connais pas leur qualité. Il est difficile de regrouper ce type de données avec le registre national, parce que l'orthographe des noms n'est pas bon, la date de naissance n'existe pas ou encore elle est aléatoire. Alors on peut se poser des questions. Finalement, avec ce type de données, qu'est-ce qu'on peut faire comme surveillance épidémiologique? Qu'est-ce qu'on peut fournir comme données à la recherche étiologique ou évaluative? Quel scénario d'évolution on peut faire? C'est pas évident. Et puis, est-ce qu'on peut faire réellement une évaluation économique en termes de coûts et d'efficacité? On a versé beaucoup d'argent, mais pour quel résultat, on ne sait pas. Comment est-ce qu'on peut planifier? Et puis, est-ce que finalement, on ne peut pas utiliser un identifiant unique par patient de manière à ce qu'on puisse tous nous recouper? Il y a beaucoup de questions à poser. Voilà, je vous remercie. سنواصل في رصد الأمثلة الحية على نوعية المعطيات الإحصائية. الأولى بديناها مع الأستاذ مغار الاقتصاديات ومع بروفيسور حوتي الصحية. الآن كديموغرافية سأتكلم عن المعطيات الديموغرافية وتحت رقابة الأستاذين فاضلة الأستاذ كويدري والأستاذ المنزلي وجميع الحضور وإطارات من الديوان الوطني للإحصائيات أيضا. أولا أريد الإشارة إلى 3 نقاط مهمة حتى نضع جميعنا في السياق العام لهذه المداخلة أو هذا المثال الحي الذي سأقدمه على المعطيات الديموغرافية. أولا هناك ميلاد لهيئة حكومية جديدة ممثلة في وزارة الرقمنة والإحصائيات. الهدف منها هو توفير بيانات ومعطيات دقيقة شاملة ذات جودة ونوعية لتساعد أيضا في وضع الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج التنموية بشكل سليم وناجح. هذا هو المعلوم والمعروف عن هذه الوزارة. من واجبها أيضا هو توحيد المعطيات الإحصائية التي طالما شهدت تضاربا في الأرقام والمؤشرات بين المؤسسات والإدارات العمومية. نعطي مثال حي عن هذا. تروح مثلا الى مديريه التربيه في اي ولايه تبحث عنا مثلا على لا بوبولاسيون سكولاريزابل عندهم السن ما بين 5 حتى 16 سنه. مديريه التربيه في نفس المنطقه عن نفس الولايه تعطيك رقم، توجه الى ديوان الاحصائيات يعطيك رقم، الحاله المدنيه لنفس الولايه او البلديه يعطيك رقم، وفي بعض الاحيان حتى الوزاره في حد ذاتها تعطيك رقم اقل. اذا هناك تضارب، هناك فوضى في الارقام والمعطيات. هذا كمثال بسيط على تضارب المعطيات بشكله العام. كذلك النقطة الثانية تخص رقمنة الحالة المدنية في إحدى المؤسسات والإدارات العمومية بموجب القرار رقم 1484 سنة 2014. وهذا القرار كان سبق 6 سنوات، يعني وزارة الرقمنة والإحصائيات السجل الآلي للحالة المدنية، والذي يعمل على نقطتين مهمتين. الأولى هي تحسين نوعية العلاقة ما بين الإدارة والمواطن، والثانية والأهم بالنسبة لنا كباحثين هي إنشاء قاعدة بيانات إحصائية يعني بذات جودة ودقة وشمولية. في نقصد الشمول الشمول الجغرافي، يعني كل المناطق دون استثناء. النقطة الثالثة التي أريد أن أشير إليها هي أيضا التعداد العام السادس للسكن والسكان، واللي سمحوا نقول اللي كان في وضع اللي نسميه عليه أنه في وضع كارثي جدا جدا، ولحد الآن ما ظهرش حتى النتائج بتاعه. نقول أنه كارثي لأنه استعمل فيه لأول مرة معليش الحداثة والتكنولوجيا والرقمنة، ولكن لا ميز اون اوفر، يعني كيفية العمل في هذه الوسائل
بكل تلك التقنيات التي أتيحت للديوان الوطني للإحصائيات والعاملين والفاعلين في عملية الإحصاء في اللجان الوطنية لم يصلون إلى الهدف المبتغى من البناء الإحصاء العام للسكن والسكان. يعني كل تلك القوانين والتنظيمات للمنظمة لعملية جمع المعطيات أو البيانات الإحصائية والتي طورت وعدلت ومنحت نوع من تقريبا نقولوا الليونة والسهولة والعسرنة لجميع الفاعلين في عملية جمع وتبويب ومعالجة البيانات الإحصائية داخل المؤسسات والإدارات العمومية، سواء كانت ديموغرافية قلت أو اجتماعية أو اقتصادية. والاقتصادية هنا نتكلم تحت رقابة أيضا زملائي الإطارات في الديوان الوطني للإحصائيات أنه في لو نيس نيميرو ديدونتيفيكاسيون ستاتيستيك واللي يخص هو سي ان ريبرتوار لكل الفاعلين الاقتصاديين، المؤسسات الاقتصادية اللي تشتغل بطريقة نظامية طبعا. إذا في كل هذا السياق نطرح سؤالا ما مدى فعالية ولا ما مدى دقة وصحة المعطيات الإحصائية أو البيانات الإحصائية في سياق تكنولوجي رقمي مدعم أيضا بأرمدة من القوانين المنظمة له. الإجابة على هذا التساؤل ما راح نتكلم عن نتكلم عن مفاهيم ولا نقوم بمداخلة كلاسيكية كما المعتاد ولكن سأقدم نموذج أو مثال عن بحث ميداني شخصي قمت به لفترة 10 سنوات لحالات الطلاق في بلدية معينة في عيت موشد. علاش نقول عيت موشد؟ لأني عندي لاكسي لها، لاكسي جبته وحدي مع حتى واحد ما طالب صديق نعرف الفيزافي مع باغ اكزومبل لو بي ا بي سي ولا مع واحد من العمال اللي كانوا تما، قدرت ندخل الى البلديه ومصلحه الحاله المدنيه والسجل الالي للحاله المدنيه ونقوم بالبحث نتاعي. اذا اول ما اشتغلت عليه باش ندرس ظاهره الطلاق كديموغرافيه سوسيو ديموغرافيه، توجهت الى سجلات الزواج، لأن الطلاق يدون ويسجل على سجلات الزواج في لكل سنة. صديق لو كوبل تزوج سنة 2000 وطلق في 2021 راح نعاود نتوجه للسجل المدني للزواج تاع سنة 2000 ونوجد لحالة الطلاق. ما يشير أو ما يثير انتباهي أنا في سجل الزواج الحاجة الأولى اللي تشوفوها هي رقم الشهادة. رقم الشهادة هو عبارة عن مفتاح، سي لا كلي نتاع المنصة الرقمية التي وضعت للسجل الآلي بالحالة المدنية. صديق أنا كي ندي هذاك لو نيميرو دي ماتريكولاسيون ولا رقم الشهادة يسوفي ان دوبل كليك في الحالة المدنية في العاصمة ولا في وهران ولا في أي منطقة، راح نشوف كل المعلومات الخاصة بهذيك الشخصية أو بهذاك المواطن، زوجة أو زوج. للأسف ما توجدش. هذه من جهة. توجد إذا رقم الشهادة وتوجد أيضا إلى نتلاقوا إذا متغيرات خاصة بالزواج. هذه المتغيرات جميع الباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية نحتاجها، لأن أي ظاهرة لازم ندرسوها سوسيولوجيا اقتصاديا ديموغرافيا. هي مهمة هذه المتغيرات وهي موجودة. المهنة، السن تاع المهنة، المستوى التعليمي، مقر الإقامة، كذلك في حتى بيانات هامشية، سؤال مفتوح وموجود عدة نقاط تقدر تدون فيه كل الملاحظات الممكنة اللي تعرفها. الطلاق أيضا توجد نوع الطلاق في بعض الأحيان لكن لا توجد السبب، وحالة الطلاق تسجل هي عبارة عن نسخ للحكم يجيبوه من المحكمة. كاين ان اجون يشتغل اون ديتاشمون في المحكمة يجيب هذوك الاحكام لي جوجمون تاع الطلاق ويقوم برصد ما مدون فقط في هذاك الحكم، يدون واش يحب هو. هنا تدخل الفتوى تاع لاجون اللي يخدم هذه التسجيلات في الحاله المدنيه. عرفت هي مهمه. لو فات راها محطوطه، راها موجوده في السجل، راها موجوده، راها مقننه، يعني تنظيميا قانونيا راك مقنن، راك محمي، وانت مطالب ايضا باش تسجل هذوك المعطيات. ضابط الحاله المدنيه عند عقد الزواج وكاع المتزوجين هنايا الله يبارك كاع كنتو في هذيك المرحله
يصرح امام الزوجين او الولي للزوجه اللي يكون هو الشهود الاسم نتاعك والاسم الاب نتاعك واللقب والاسم الزوج واللقب نتاع الزوج واسماء الشهود. لكن هو ممكن يتعمد، يمكن بطريقه غير متعمده عن جهاله ايضا، وهو هذا هو المشكل. لا يطرح السؤال على الزوجه واش تخدمي، يديرها فارغه، الخانات تقعد فارغه، المهنه فارغه. وحنا كاحصائيين ديموغرافيين باحثين الفراغ عنده دلاله ايضا احصائيه. ما معنى هذا الفراغ؟ هل هي عامله بدون عمل، بطاله، هل هي ماكثه بالبيت؟ هذه كل هذا الفراغ عنده دلالات، يقدر يمد لنا دلالات اللي ما نقدروش نديروا بهذه البلانيفيكاسيون تخطيط. المهنه عند الرجل بلوز او موان موجوده، عامل او موظف ولا شرطه. يعني هنا ايضا المفارقه في كيفيه تدوين انت ضابط الحاله المدنيه، راك ملزم بمعرفه كل القوانين المنظمه لقانون الحاله المدنيه، وانت ملزم ايضا في قوانين ما تمنعكش باش تكتب هذه كل الملاحظات، وايضا تلزمك وتوجبك انك تملئ هذه الخانات. لماذا هنا شغل يولي ان كومبورتمون انديفيدويال، تصرفات ما نحسنوش في مثلا بارفوا غير قبله، نحسنوا ثاني في السلوكات نتاعنا الفرديه اللي تكون نسميها غير حضاريه عن جهاله. يقول لك بلي واش يديروا بهذا المهنه، اش غادي يديروا بها؟ رغم كو مدام بوتي تكلمت كثير على المتغيرات السوسيوديموغرافيه اللي تفيد في انجاح السجل الخاص بالامراض. فوالا هذه هي. كذلك بالنسبه للطلاق، هذا بالنسبه الى المتغيرات. في الشق الثاني من الدراسه نتاع الطلاق، نحن كديموغرافيون نعتمد على 3 انواع من التحاليل: تحاليل آنية، طولية، واسترجاعية. يعني من درجة هشام الترانسفيرسال، اللونجيتودينال ولا ريتروسبكتيف. بالنسبة للطلاق من أحسن ومن أفضل الطرق أو التحاليل التي تعطينا إفادات، تعطينا تحاليل، تعطينا قراءات صحيحة للطلاق هي التحليل الطولي لونجيتودينال. التحليل الطولي متاح بالتقنية بالرقمنة اللي راها موجودة في السجل الآلي للحالة المدنية، متاح جدا. ان دوبل كليك ندخل فقط الرمز، ندخل فقط رقم الشهادة، لأني كنت دولت بوندون ان موا يوميا نروح الحالة المدنية ونسجل مانيوالمون كما كان يقول الأستاذ بومغار، لأنك ما عندكش حل آخر في تدوين المعطيات الإحصائية. رحت بوندون ان موا، ما تغيبش شهر، ما تغيبش يوم، نسجل كل السجلات. كان في كل سنة فيه سجلين، السجل الكبير بهذا الحجم نجده، وكان فيه أزمة حتى في الكراسي في الحالة المدنية. كانوا يسرحوا الموظفة اللي تكون تماك الصباح، أنا نمشي نخدم غير الصباح باش هي تجي حشية مورايا وأنا تعطيني الكرسي تاعها ونخدم العمل البحثي الميداني تاعي. دونك التحليل فوالا صديقة جولي لاكون المعيقات اللي تلقاهم الباحث في كل الحالات وفي كل الدراسات نتاعو. إذا التحليل الطولي كان يلزمني توجه لو تكنيسيان ريسبونسابل على البلاتفورم، المنصة الرقمية للحالة المدنية. الأول ديالي باللي لا ما عندناش الحق باش تشوفي ما كاين حتى قانون. إذا عندك قانون يقول لي بلي ما عنديش وانا جبت لور دو ميسيون وعندي تصريح من عند رئيس البلديه بحد ذاته وراني مسموح لي باش نشوف كل المعطيات، وانا ما نحاولش نشوف الاسم واللقب تاع الزوجين، نحاول نشوف الحالات الاخرى. يعني اذا كان فيه اعاده زواج، اذا كان فيه زواج اخر، طلاق ثاني، حتى الوفاه. يعني تشوف المسار نتاع هذوك الزوجين طيلت مثلا 10 سنوات ولا 20 سنه، وهو متاح جدا جدا وتكون سامبلومون ان دوبل كليك. بقى يعطيني في الاعداد حتى نوصل قال لي مادام ما عندناش هاد لا تكنيك ما نعرفوهاش. دونك هنا كيسيون ديال كومبيتونس،
كيستيون دو لا فورماسيون اوسي، كيستيون تاع التكوين تاع هذوك لي زاجون اللي حاطينهم في الحاله المدنيه. وهنا نفتح قوس، يعني كلنا جزائريين وكلنا احتكينا بالحاله المدنيه، الحالات المدنيه في البلديات تاعنا ولا في الاماكن اللي نسكنوا فيها. عامة تنسب اعمال استجلال الحاله المدنيه لي جون سوا ديزون لي بخا كاسي، اللي ما يخدموش، اللي ما يحوش كاع يخدم، اللي يكون هو كاره من الخدمه يعطوه سجل الحاله المدنيه ويسجل فيه دي اخطاء شائعه، يسجل فيه يوصل البحث العلمي ويوصل روحوا اكثر من البحث العلمي. خطط التنميه المحليه عمرنا ما نقدروا نديروا بهذه الارقام المتاحه من طرف الحاله المدنيه. هذا من جهه. ثم كاين نقطه اخرى اريد الاشاره اليها وهي نرجع لها، هي مثلا التعداد العام للسكن والسكان السادس الاخير. حقيقة أن تقنيات التكنولوجيا والرقمنة واللوحات الإلكترونية وكل ما قدم، كل اللوجستيك اللي قدمت لإنجاح عملية التعداد العام للسكن والسكان. وأنا كنت أريد أن أتكلم بحضور السيد المدير بالنيابة للديوان الوطني للإحصائيات، لأنه هو فاعل من الفاعلين في عملية الديوان الوطني للإحصائيات والإحصاء العام. يعني نحن نعرفوا باللي قبل عمليه الاحصاء، قبل ما تبدا اللي بدات في شهر سبتمبر اكتوبر حتى 26 سبتمبر، قبل تلك العمليه تكون بري انكيت، تكون كاين عمليات تجريبيه. داروا عمليه تجريبيه للوحات الرقميه، كانت غير ناجحه. علاش نقدموا حنا كاطارات في الديوان الوطني للاحصائيات؟ حنا غير ملزمين نقدموا ان رابور اللي ما يعرفش صحيح. ما نجحش باسكو لا كاباسيتي تاع هذيك لا طابليت، ما نجحش باسكو كاين ان بروبليم دو ريزو، ما نجحش باسكو لا سوسيتي الجيريان او سان دو لا فامي الجيريان فيه مازال باقي اللي ما تقدرش تتكلم معاك وتجاوبك على اسئله خاصه بالاسره تاعها بلا طابليت ولا بالتليفون. راه يسجل فيا، راه يصور فيا، غادي يديرني في الفيسبوك، غادي يديرني في الريزو. دونك هنا كاين خلفيات اخرى. كان كل هذا كانت تكون كما نقولوا حنا استشاره لعلماء الاجتماع، كانت كاين مؤشرات تشير الى دي ديبي راح غادي يكون فيه نوع من الفشل للتعداد العام للسكن. كو كاين دي مليار دو دينار اللي قدموهم في عمليه التعداد العام للسكن والسكان. اذا انا لا اريد ان اطيل طبعا على الزملاء، كانت هذه فقط تجربه من عمل ميداني قمت به، من ملاحظه، من معاينه، وانا كنت واحد من الاطارات ايضا للديوان الوطني للاحصائيات واعي جيدا ما هو ما اقوله. لكن فقط اقول كما قال البارح معليش السيد رئيس الجمهوريه كنتكلم على جبد على الثوره الزراعيه، كانت من بين المبادئ تاعها ان الارض يخدمها، ولكن الاحصائيات ايضا هي لمن يجيدها ويتقنها ايضا ومن يقدرها ويثمنها. شكرا جزيلا.